enchanté de t'avoir ici, Marie, pour, Chanter aussi. parler de Tosta. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, hein, en tant qu'experte et passionnée par, les sujets un peu souvent redoutés et ô combien essentiels quand on parle de l'assurance professionnelle. Je crois que tu as à peu près plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et C'est ça. tu fondé Tosta avec pour mission, d'apporter des solutions concrètes et accessibles, à toutes et à tous, aux indépendants, freelance, auto-entrepreneurs, même start-upers. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment voulu qu'on partage en fin de compte tous ces conseils un peu concrets pour afin de mieux anticiper les risques. Quand tu te lances, en tant qu'indépendant, souvent c'est un peu nébuleux. Donc là, c'est un peu vraiment pour mettre toutes les choses au clair pendant une quarantaine de minutes, ensemble. Bah, bienvenue Marie. Merci Antoine, enchantée d'être, avec toi et puis de pouvoir partager sur effectivement, ce sujet. Je ne sais pas s'il est redouté, mais il est souvent, laissé de côté. L'assurance professionnelle, ça en général, ça fait pas bouger les foules, mais et c'est un sujet, ça fait partie des quelques sujets importants quand on se lance, la compta, l'assurance. On va avoir toutes les briques qui permettent d'avoir des bases bien solides et puis de pouvoir se poser, se lancer et puis croître dans ses projets. Son activité. Bah, alors pour commencer, est-ce que Ouais. tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites? Alors moi, je suis une femme. Je suis courtière d'assurance. Ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire que je cherche des solutions pour mes clients. Je fais que du pro, donc les clients professionnels, des solutions pour les protéger, les rassurer. Je vends pas des pilules pour mieux dormir le soir, mais l'assurance, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui et comment on peut le transférer à quelqu'un d'autre pour que justement ça fasse plus partie des soucis. Je suis aussi entrepreneuse, ça veut dire quoi? Chercheuse d'idées, chercheuse de solutions, outils, multidirectionnels et dimensionnels parce que dedans, on a toujours quelque chose à régler, à fixer, à découvrir, à chercher et puis, le reste du temps, je suis maman, voilà donc un peu vision un petit peu complète, de qui je suis au quotidien. Avant de commencer et d'aller au fond du sujet, j'ai une question, signature, du podcast, mais, si ton métier était un sport, quel serait-il? Alors, j'ai réfléchi, j'ai pas grand-chose parce que les sports qui me sont venus à l'esprit, c'est des sports individuels alors que mon travail, c'est un sport d'équipe. Mais en fait, il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit. Il y en a un, c'est un peu le saut d'obstacle, mais version, qu'on voit à la télévision avec, les boules, les passages où il faut, plonger, il faut, voilà quelque chose, d'un peu costaud, d'un peu violent, mais convivial. Il y a des gens, on peut rire, voilà, c'est un bon chemin. Et puis l'autre, c'est un nouveau sport, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est une combinaison de round. Donc round 1, c'est de la boxe, round 2, c'est des échecs, round 3, c'est de la boxe, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit KO. Donc c'est un petit peu ça, parce qu'il y a la partie vraiment entrepreneuriale où il faut y aller, il faut trouver des solutions, il faut se battre au quotidien. Et puis il y a la version plus stratégique où il faut se poser, il faut vraiment regarder dans le détail ce dont ont besoin les clients, les comparer avec ce qu'offrent les assureurs. Donc il y a vraiment cette double partie contact, peut-être pas, mais en tout cas d'avoir cette partie commerciale et puis la partie plus stratégique, donc un petit peu échec. Je sais pas si c'est un sport qui va se développer. J'ai trouvé ça rigolo quand j'en ai entendu parler. J'y ai jamais joué. OK. Je me Tu dis, ah. jamais voulu tester, Non, puis il faudrait vraiment que je me fasse aider sur la partie échec. tu m'avais parlé en off aussi, Wipeout, c'est ça aussi, non? C'était, Ouais, donc ouais, plus, les choses d'obstacles ou de temps en temps, mais ça, je pense que c'est la vie d'indépendant, d'entrepreneur. On s'en prend par période un petit peu plein la tête et puis la période, des périodes plus sympas où on rigole, on s'amuse et puis on découvre des gens, des choses. Mais sur une version, on va dire collective, parce que je travaille avec une équipe et on est là les uns pour les autres pour s'épauler, se guider, s'orienter, voilà, se congratuler de temps en temps parce qu'il y a aussi des succès. et alors maintenant, si on va un peu dans le vif du sujet, mais, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur Tosta? Je trouvais ça déjà assez marrant le nom Tosta. Je sais pas si tu appelais toast ou il y a un rapport là-dessus ou pas du tout?
Alors on cherchait un nom. Au final, c'est une discussion avec mes enfants. Je leur parlais un petit peu du concept. Le concept, c'est quoi? C'est vraiment d'essayer d'adapter l'assurance, vraiment d'avoir des tranches qui soient exactement de la taille, de la consistance, et le taux se prêtait bien parce que c'est quelque chose qui est à la fois très commun. L'assurance, c'est quelque chose qu'on consomme un petit peu au quotidien. Enfin, tout le monde, dès qu'on a un appart ou une voiture, enfin bon, c'est des choses qu'on voit. Et puis qu'on doit vraiment assaisonner exactement en fonction du besoin de la personne, du professionnel, en fonction de son activité, en fonction de son niveau d'activité, en fonction de son niveau d'expertise, son appétence au risque aussi. Est-ce qu'il y a des choses qu'il va prendre en charge ou pas? Il y a vraiment cette partie à la fois de flexibilité et puis d'être vraiment exactement calibré, donc d'avoir des tranches de garantie qui peuvent être définies en fonction des besoins. Sachant que on est sur de l'assurance, donc l'idée c'est d'avoir des choses qui soient packagées, qui soient faciles à comprendre, parce que j'ai toujours la réflexion sur le fait c'est trop compliqué, on n'y comprend rien. Ouais, c'est du juridique. Les produits d'assurance, c'est des contrats. Donc je vends bien des produits, on vend pas des services quand on est courtier d'assurance. C'est sans doute parfois une mauvaise conception du métier. On vend bien des produits, mais quand on vous a vendu un produit, vous vous sentez un peu, ouais, vous vous êtes récupéré une liasse de papier, souvent qu'il faut lire. Souvent on travaille avec les assureurs aussi pour expliquer, pour essayer d'expliquer ou de formuler les choses de la façon la plus claire possible. Et l'industrie dans son ensemble, donc le secteur de l'assurance, travaille sur ces notions de compréhension et de pédagogie. Mais Tosta, on est là vraiment pour aider les freelances, les indépendants, les chefs d'entreprise au quotidien pour se protéger personnellement, leur santé, leur patrimoine, leur activité. Ça, c'est un petit peu le point de départ de Tosta. On était vraiment centré sur l'activité. Et puis, les locaux, et puis par extension, tout ce qui touche à l'activité. Quand on parle de freelance, en fonction de qui on parle, il y a des gens qui vont concevoir les freelances ou les indépendants vraiment comme des gens qui travaillent dans le tertiaire, donc en gros, eux et leur ordinateur. Et puis, en fait, il y a des freelances dans beaucoup de domaines, des domaines traditionnels, la coiffure, la construction. Donc il y a vraiment une variété en termes de métiers, et c'est pas que des métiers du tertiaire. Donc il y a plein de différences en fonction de ce que les gens font et puis de comment ils travaillent, parce que dans chaque métier, en fait, chacun a ses spécificités. Si tu pouvais me partager un conseil, enfin plusieurs conseils même, tu pourrais donner à un freelance ou à un indépendant qui souhaite se lancer, son activité, ou même qui l'a déjà lancée pour, alors après, je sais pas si tu veux faire une comparaison avec les produits d'assurance ou autre, mais qu'est-ce qui te revient toi concrètement quand une personne arrive, chez Tosta à lancer son activité? Tu lui conseilles quoi concrètement? L'argent, je suis désolée, mais quand on est indépendant, quand on est à son compte, c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir un produit à vendre et il faut avoir des clients qui veulent l'acheter. Où qu'on en soit, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est vraiment ça qui va définir, si vous êtes enfin, s'il y a du succès ou pas. C'est est-ce que le produit ou le service se commercialise, et est-ce que vous gagnez votre vie, est-ce que les gens gagnent leur vie correctement? Donc je dirais, le l'étape numéro 1, elle est vraiment commerciale. OK. Comment je me positionne? Quel est mon produit ou mon service? Comment je vais le tarifer? Est-ce que ça me permet de vivre? Combien il faut que j'en vende, par jour, par mois, par semaine, par an, pour pouvoir être au niveau de vie dont j'ai besoin? Donc vraiment, c'est se concentrer sur cette partie-là. OK. Souvent les gens réfléchissent sur des problématiques de statut, c'est important, il faut se faire guider, mais ça peut se changer. OK. C'est pas forcément évident, mais ça
ça peut changer. Donc vraiment l'important c'est de se concentrer sur cette activité et d'avoir tous les ressorts qui vont faire que cette activité va se développer. L'autre, c'est est-ce que vous avez et j'espère pas trop préempter sur une question, mais est-ce que vous avez ou pas une obligation de vous assurer? On a des métiers qu'on n'a pas le droit de faire sans être assuré. Moi, par exemple, mon métier, j'ai pas le droit de faire. J'ai pas le droit d'être courtier d'assurance, de vendre des produits d'assurance. J'aurais pas le droit si j'étais pas assurée. Ouais, c'est aussi ça ma question des fois où quand tu commences, est-ce que un peu comme tu vois, tu as ton STC, tu locataire, tu as besoin, d'une assurance habitation. Quand tu te lances en tant que freelance concrètement, est-ce qu'au début, tu as vraiment besoin d'avoir une assurance obligatoire? C'est un peu ça la question. Alors, ça va dépendre des activités et là-dessus, un tout petit conseil, mais qui peut faciliter la vie. Alors, beaucoup de gens connaissent le site de l'INPI. Sur la partie propriété intellectuelle, enregistrement des marques, etc. Mais il y a aussi une page intéressante sur le site de l'INPI sur la liste en fait des professions réglementées. C'est par ordre alphabétique. Et il suffit de chercher son métier et de voir est-ce qu'il y a des obligations. Alors ça peut être des obligations légales, ça peut être des obligations d'assurance, ça peut être des obligations de formation. Enfin, ça dépend. En gros, les grosses catégories de métiers qui sont touchées, c'est les catégories qui touchent à l'argent, donc l'assurance, la finance, la gestion de patrimoine, tous ces métiers-là. Par extension, tout ce qui touche à l'immobilier, parce qu'on est aussi sur des transactions financières. Par extension à l'immobilier, tout ce qui touche à la construction. Il y a une obligation d'assurance. Et puis après, tout ce qui touche au corps humain, donc au médical. Il y a d'autres métiers, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont réglementés, le tourisme, la sécurité, etc. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'INPI. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui ont des jobs avec des titres innovants. C'est super, sauf que quand on discute, en fait, c'est une version améliorée d'un métier qui existe par le passé. Et du coup, si moi je vais considérer que c'est un métier qui est réglementé, bah voilà, la discussion des fois est un petit peu compliquée, mais non, mais c'est pas, mais bon. Donc attention à pas se cacher derrière une étiquette. Un petit peu, je vais dire modernisée, c'est bien. Et puis il y a des métiers qui peuvent être comment ça s'appelle, un petit peu à la marge en fonction d'exactement ce qu'on met dedans. J'ai un exemple, la conciergerie OK. immobilière. Donc ça, c'est un métier dont je vois pas mal d'exemples, de personnes qui s'occupent d'aider des propriétaires à mettre leur appartement en ligne sur des plateformes de location, mais en fonction exactement de l'activité de cette personne. On peut être vraiment sur de la conciergerie, qui est pas réglementée, ou on peut être sur de l'agence immobilière, qui est très réglementée. Donc OK. il faut bien définir ce qu'on fait pour pouvoir dire: «OK, on peut mettre l'étiquette qu'on veut, mais en fonction de, voilà, qu'il y ait pas quelqu'un qui revienne vous voir après et qui fait: «Bah non, mais en fait, vous êtes une agence immobilière et vous avez besoin d'être assuré et vous avez besoin d'une carte, d'agent immobilier à la CCI», et cetera. Donc là-dessus, il faut faire un petit peu attention, heu, vérifier, c'est très simple, aller sur le site de l'INPI, c'est en libre accès, et puis bien définir et est-ce que ça peut se rapprocher d'un métier, on va dire, classique, ou en tout cas bien connu et du coup, s'il y a des obligations, bien vérifier si on est, et puis s'il y a des obligations, il y a des produits d'assurance qui sont prépackagés pour répondre à ça. Donc il y a pas de difficulté par rapport à ça. Après, il faut regarder, il y a pas que des obligations d'assurance, il peut y avoir des obligations de formation et des Ouais. obligations, légales. Et souvent aussi, enfin, ce qu'on on pense, quand on se lance aussi qu'en tant qu'indépendant, on n'a pas aussi toute la sécurisation financière, même de ses revenus quand on peut être, salarié, Ouais. notamment, au niveau de la prévoyance ou de la perte d'activité. Par rapport à ça, toi, tu accompagnes comment, en tout cas, les personnes qui te contactent sur ce genre de produit? Tu les conseilles comment? Alors sur la perte d'activité, en fait, il y a pour moi, il y a 2 choses. Un, il y a, les questions autour de l'assurance chômage.
Il faut pas en attendre grand-chose, je sais pas, je crois que j'ai regardé, on est à autour de 20 € au jour. Enfin, c'est pas des gros montants. Là-dessus, c'est pas forcément par rapport à ça des choses sur lesquelles on accompagne. Par contre, le 2e gros cas de figure, c'est, le pépin de santé, que ce soit un accident ou une maladie. Et là, on va regarder sur des solutions de prévoyance. Donc ce sont des produits, la mutuelle ou l'assurance santé et la prévoyance qui sont, pour tout salarié qui a une fiche de paie, il le voit, il y a des lignes qui sont sur Ouais, son bulletin de salaire. Donc ça, c'est assez simple. Quand on est indépendant, la plupart du temps, on n'est pas salarié. Parce que ça permet de certains coûts, alors ça facilite pas tout, mais du coup, il faut s'assurer à côté. Et là-dessus, on peut accompagner. Bon, l'assurance santé, je pense que la plupart d'entre nous, savent exactement. Enfin, moi, j'ai rarement de clients qui savent pas exactement, comment il va être couvert, la typologie de soins qu'ils veulent avoir. Par contre, sur la prévoyance, on est sur des questions qui se touchent soi-même et puis les gens, avec lesquels on vit. Ça peut être si on a des enfants, si on a un conjoint, voir un petit peu les scénarios parce qu'il y en a qui sont, très très sombres. On va parler de décès, on va parler d'invalidité, temporaire ou permanente, enfin voilà, de choses qui, peuvent empêcher la personne de travailler, pas sur, j'ai un rhume, 2 jours, mais sur des très longues périodes et comment on fait, et sur combien de temps on peut, survivre soi-même ou en se faisant aider par son conjoint si on en a un. Voilà, ça c'est des questions à se poser. Souvent quand j'ai des clients, il y a des moments un petit peu de déclic, l'arrivée du premier enfant ou l'arrivée d'une personne à charge et cetera. C'est des moments sur lesquels il faut se reposer les questions, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes perspectives quand on est célibataire, quand on est en couple et puis quand on a une famille ou plus tard. Donc voilà et puis si on a été salarié par le passé, c'est vrai qu'on a envie de garder un niveau de sécurisation par OK. rapport à ces événements. Parce qu'autant sur le niveau d'activité, je dirais il faut se prendre par la main et puis se forcer et puis y aller. Autant quand on a un pépin de santé ou un accident, c'est la faute à pas de chance et voilà. Donc ça, c'est tout à fait des choses sur lesquelles on est capable d'accompagner et puis de vraiment de se poser des questions, plus générales sur son patrimoine et sur comment on veut protéger sa rémunération sur des périodes plus longues, on va dire. Je reviens là, je vois quelques questions, notamment Johanna qui parlait pour un gestionnaire de sinistre, quand tu es en freelance, son assurance. Est-ce que ça, c'est réglementé ou pas? Visiblement, elle a pas vu sur l'INPI et du coup, ouais, c'est Alors je sais pas, c'est une excellente question. Je crois pas. Je vais regarder. Je prends la question et je mettrai la réponse dans les commentaires. Gestionnaire de sinistre, freelance. il y a une autre question aussi, ça va faire un bon bascule sur la prochaine question. Ouais, Au niveau de la RC Pro, ouais. pour un freelance, en fait, qui débute, quelle assurance pro, serait, à prioriser? Heu, c'est vrai que ça, tout ce qui est, danger Donc ça d'activité et autres, tu m'en avais parlé aussi en off, selon les métiers aussi un peu «à risque» entre guillemets, de se sécuriser aussi par rapport à ça, pas non plus que par rapport à son revenu, quoi. ouais. Hem, donc sur l'activité, hem, pour moi, il y a 2 étapes. La première, c'est la structuration de l'activité. J'ai vu des freelances, se faire avoir, parce qu'ils ont signé des contrats ou parce que leurs conditions générales n'étaient pas forcément soit absentes, soit pas forcément bien calées. Donc là-dessus, beaucoup de personnes ont un réflexe un petit peu, grand groupe, on va voir l'avocat. Alors l'avocat, c'est bien, mais c'est des factures qui peuvent être assez importantes. Donc sur certaines activités, ça peut valoir le coup. Sur d'autres, je dirais, il y a un produit qui s'appelle la protection juridique professionnelle. Donc la plupart d'entre nous, on a une protection juridique perso, souvent sur la MRH, enfin c'est des choses qui sont assez courantes. Mais si on a des besoins spécifiques
aux professionnels. Et quand on se lance, c'est pas mal d'avoir un petit coup de sécurité sur, je disais, c'est pas forcément la chose la plus importante, mais quand même choisir son statut, relire ses conditions générales, lire les premiers contrats. C'est pas des choses qu'on va faire pendant très très longtemps, mais sur les 2-3 premières itérations, ou la première fois qu'on recrute quelqu'un, ou la première fois qu'on engage quelqu'un, ça permet de se donner un petit coup de sécurité, et d'être sûr qu'on s'engage pas à faire des choses qui peuvent ensuite se retourner contre nous. Le deuxième niveau après, c'est protéger par rapport à l'activité. Donc c'est protéger sa responsabilité. C'est sur quoi est-ce que moi, indépendant, chef d'entreprise, freelance, est-ce que je peux être mis en cause? Et du coup, on va non seulement me demander de réparer, et on va certainement me demander des dédommagements. Les gros cas de figure, ça va être l'erreur, ça va être, les dommages physiques, les dommages corporels, ça va être, les retards de livraison. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte. Et puis, quand on travaille tout seul, on n'a pas de backup. Donc, vous attrapez un virus, vous êtes au lit pendant une semaine, vous avez une grosse deadline, il y a des fois, vous êtes vraiment au lit. Donc, bon, si c'est sur une semaine, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de flex, mais en fonction de la façon dont certains contrats sont montés. Moi, j'ai vu, des gens, par exemple, qui font de la formation, qui ont des contrats. S'ils peuvent pas assurer la formation, les pénalités sont importantes. Parce que la formation, on a loué une salle, on a fait venir des gens, on a potentiellement, des services de restauration. Il y a une certaine organisation autour. Si ça se passe pas, il faut rembourser, il faut compenser les gens qui souhaitaient venir. Donc là, vraiment, c'est sur l'activité, c'est réfléchir quels sont les points sensibles? Est-ce que c'est par rapport à vos fournisseurs? Est-ce que par rapport à vos clients? Est-ce que c'est par rapport à vos associés? Est-ce que c'est des problématiques de taille? Par exemple, quand on est freelance et qu'on travaille à un grand groupe, c'est Ouais. super, on est super content. Sauf que on va certainement avoir en face de soi des gens qui sont un peu moins flexibles et un peu moins au courant de la réalité du monde du freelance, que si eux-mêmes ils étaient sur une TPE ou une PME. Donc voilà, il y a des petites choses à prendre en compte. Je dirais, plus on prend de risques et plus on s'éloigne de sa sphère, plus c'est important d'être assuré, et d'être assuré spécifiquement sur les activités. Tu as, une anecdote un peu client à me partager là, très récente? Ouais, alors j'ai un client, qui, a travaillé avec une mairie, je ne dirais pas OK. laquelle, et qui s'est retrouvé exactement dans cette situation. Problème, logistique, problème technique, impossible de livrer en temps et en heure, le site, de la mairie, et la mairie s'est retournée contre lui. Et on est sur un monde qui est différent, donc des logiques qui sont différentes. Pour moi, il y a pas de jugement de valeur, mais bon, le contrat a été signé dans tel sens, donc le juriste, de la mairie a décidé que donc l'assureur a aidé le freelance à faire face à cette situation, et en particulier, financièrement, puisque la mairie réclamait des compensations. Donc là-dessus, c'est important, et c'est important souvent, ce que je disais, c'est quand il y a des déséquilibres entre les parties, s'il y a une partie qui est beaucoup plus grosse, ou peut-être une collectivité collective. Alors pas pour dire que toutes les collectivités territoriales sont horribles, mais souvent ils sont dans des logiques qui sont un petit peu différentes et vont faire jouer certaines clauses de façon très systématique. Là où peut-être sur une relation commerciale d'égo à égo, on pourra avoir un petit peu plus de flex. Puis des fois, l'événement, c'est l'événement, hein. Vous êtes photographe et il y a le mariage, vous Ouais, venez ça pas le jour c'est J. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent paraître comme ça anecdotiques, mais qui sont des choses très importantes pour les personnes concernées. Donc ils vont se retourner en disant: oui, mais voilà». Donc là, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de backup, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui peut prendre l'activité. Il y a des stratégies d'assurance pour transférer le risque. Enfin voilà, chacun ensuite trouve les outils. Mais je pense que ce que je disais, plus il y a un décalage entre les donneurs d'ordre et le freelance,
où on s'éloigne un petit peu de son domaine, sa sphère vraiment de compétences, au-delà des obligations, plus je pense c'est important d'avoir une assurance. Et puis il y a, vraiment le cas classique, de personnes qui se déplacent, donc soit des gens qui reçoivent, des clients ou qui se déplacent chez le client. Là, c'est important d'être assuré juste au cas où. Alors c'est vraiment, ça arrive extrêmement rarement, mais vous cassez quelque chose, bah, vous y êtes de votre poche. Donc ça peut être Ah oui, aussi intéressant de ou vous cassez quelqu'un, voilà, ça peut être intéressant d'avoir, d'être assuré. Donc là, on n'est pas sur de la RC Pro, on est sur de la RC exploitation, mais quasiment tous les contrats en France de RC Pro ont une garantie RC exploitation. d'accord. C'est-à-dire que pour toi, dès que comme tu dis au début, bon, il y a pas besoin de s'assurer. Dès qu'il y a un moment où tu as une relation commerciale qui va se déclencher et tu sais que tu vas avoir un contrat, là, l'idée, c'est quand même d'avoir une RC Pro, de Ouais. commencer à avoir une police d'assurance. Dès que tu es sûr que tu vas devoir Ouais, dès qu'il y a un petit peu de chiffre d'affaires. Alors, il y a beaucoup de produits qui sont liés aux activités, qui sont liés au chiffre d'affaires. Il y OK. a une prime minimale en dessous de laquelle, les assureurs assurent pas. Donc ça, à savoir, vous pouvez déclarer un chiffre d'affaires de 500 €, ou de 10 000 ou de cinq ou bah, alors 50 000 non, souvent on passe au-dessus, mais mettons sur les premiers dizaines de milliers d'euros, ça va pas changer. D'accord. Donc votre contrat d'assurance, s'il fait, 100, 200, 300 €, tant que vous avez pas atteint ce niveau de chiffre d'affaires, voilà, Vous ça il pouvez pas vous faut, assurer, c'est ça? Enfin, tu dis que tu peux pas si à t'assurer ou tu peux être assuré, mais tu payes pas ta police? Ou c'est si, si, il faut payer sa police parce qu'on n'est pas, si on paye pas, on n'est pas assuré. Donc ça, c'est aussi un truc, à savoir, l'assureur, enfin il y a des dates et s'il ne paye pas sa police d'assurance, bah, les garanties sont suspendues, puis après, les garanties je sont crois que sont effectuées. tu m'avais parlé en off d'un cas où quelqu'un qui travaillait dans l'aéronautique, je crois, c'était ça? Et qu'il avait une assurance super élevée par rapport à son chiffre d'affaires qu'il pouvait, Oui, parce qu'il est sur une activité dite risquée, donc ouais, il y a des activités, si on travaille avec des gens, c'est-à-dire qu'en tant que freelance, même si soi-même on fait pas l'activité, mais on travaille avec des gens qui sont dans le médical, dans le nucléaire, dans les transports, l'aéronautique, et je pense que c'est les grandes exclusions, usuelles, et qu'on veut être absolument assuré, ouais, ça peut, les primes peuvent monter, 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 monter. Déjà, il faut trouver un assureur qui va vouloir prendre le risque, parce qu'il y a un vrai décalage entre le niveau de risque que vous faites prendre et le montant du contrat. Donc j'ai des gens qui travaillent qui travaillent très bien d'ailleurs sur des bases de données, mais qui ont des données médicales. On travaille pour des labos qui font des tests, cliniques et cetera. En lui-même, le travail est pas risqué, c'est du travail de base de données. Par contre, le fait qu'il y ait de la donnée personnelle et donc de la donnée médicale, là, ça augmente les risques. Donc on peut, donc il y a cette partie-là de RC Pro. Et puis, bah, quand on est sur, des données informatiques sensibles, se poser la question aussi de l'assurance cyber. Il y a quelques assureurs du marché qui combinent aussi, donc qui permettent d'avoir la protection juridique. Et on fait ça chez Tostad s'il y a besoin, la version, enfin l'assurance cyber et puis l'assurance RC Pro. Ça permet, c'est d'avoir vraiment, sur l'activité, donc ça protège pas au niveau de la santé, de la prévalence, mais sur l'activité d'être vraiment à 360 degrés. Et puis ensuite, ben, il y a les locaux. Donc en freelance, il y a beaucoup de gens qui travaillent sans locaux, donc ça concerne pas tout le monde, mais dès qu'on a un commerce, dès qu'on a, des bureaux, ben, faut considérer, les assurés, les murs et le contenu. Et il y a des assurances aussi pour ceux qui se déplacent beaucoup, puisqu'on parlait de recevoir ou d'aller chez le client, pour protéger l'équipement. Donc vous déplacez avec les appareils photo, les écrans, les projecteurs, voilà, on peut protéger, son matériel, quand on est en déplacement. D'ailleurs, je dirais on doit, il y a pas d'obligation, mais bon, la casse quand on se déplace, elle est quand même beaucoup plus fréquente que que quand c'est gentil. et pour toi qui travailles, bah, tu t'es lancé un peu aussi indépendante, start-up, tout ça.
côtoies aussi les gens qui sont dans le freelance. Toi, pour toi, dans les prochaines années, alors je dis 5 ans, mais bon après c'est ta vision, hein, on en parlait en off, mais pour toi, comment ça va évoluer ce secteur-là par rapport aux polices d'assurance et par rapport à tous ces aspects-là? Alors, l'une des choses sur lesquelles, moi je suis très interpellée, c'est la flexibilité. Les gens ont souvent, plusieurs strates, donc ils peuvent avoir un boulot à temps partiel et cetera et ensuite ils vont avoir une activité en freelance. Les freelances, des typologies de freelance, il y en a quasiment autant que de personnes. Il y a une population qui est en train de se développer, c'est, je vais dire la carrière après la retraite. OK. Des gens qui reprennent une activité parce qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ont envie de faire partager leur expertise et voilà. Il y a des gens à qui ça donne de la flexibilité, ça peut être des femmes, des familles, ça peut être, des gens qui font des activités sportives. Donc sur l'assurance, je pense qu'il y a un mouvement qui va s'engager et sur lequel, chez Tosta, on a commencé à travailler de pouvoir donner justement cette flexibilité et ces différents niveaux d'assurance. L'autre, c'est, je dirais, l'intelligence artificielle. Alors, je Ouais, le vas-y. mentionne, tout le monde le mentionne et à toutes les sauces. Moi, la façon dont je le vois, c'est le freelance augmenté. Donc même OK. sur, des métiers traditionnels, ou je vais dire plus traditionnels, mais et de nouveau sans jugement de valeur, mais je sais pas, de la coiffure ou de la construction. Vous imaginez, qu'il va y avoir des outils pour que, bah, vous sachiez à quoi que vous allez, ressembler pour décider, de la coupe, avant même que, la personne ait touché à vos cheveux. Vous allez avoir, je pense, des agents, qui vont faire des tâches à votre place, administratives, de recherche, voilà. Dans mon domaine d'activité, il y a un petit peu de juridique. C'est vrai que d'avoir un petit robot qui va faire des recherches à ma place, moi ça m'arrange, ça m'évite de les faire. Donc voilà, je pense que c'est pareil pour les freelances. Les freelances, pour rester à la norme, et ben, il faut se former, il faut travailler sur la partie commerciale et puis il faut céder des nouveaux outils et céder des nouveaux outils, ça va ouvrir des nouvelles portes. On parlait de cybersécurité. Attention de quelles données on donne, on met, voilà, si on a des données clients et qu'on les met, sur un outil d'intelligence artificielle et que ça se retrouve, à l'autre bout du monde, je suis pas certaine que le client soit hyper ravi. En plus, j'avais lu là un post sur LinkedIn sur la cybersécurité qui m'a un peu Ouais, interpellé. Hem, C'était un CEO d'une boîte de courtage, j'ai plus le nom, mais qui évoquait en fait que souvent les TPE et les PME, en fait, ils étaient pas très sensibilisés à ce sujet-là et que pour eux, c'était pas du tout, une obligation. Enfin, je veux dire pour eux, voilà, il y a l'activité, il y a d'autres assurances, mais que celle-ci, encore à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on voit quand même une croissance des attaques cyber, qu'ils étaient pas forcément assurés et le jour où ça arrive, bah, du coup, ils sont ouais, coincés, quoi. c'est compliqué. On parlait de ça alors sur des choses, un tout petit peu plus anciennes et pas forcément, très très avancées. Mais oui, on a des commerçants qui ont, enfin j'ai en tête un client, un commerçant qui a, un site internet et son site internet s'est fait bloquer. Et bon, ils ont pris, l'assurance cyber. Il y a la partie purement assurantielle, c'est-à-dire, de remboursement, des dégâts. Il y a une partie responsabilité, mais il y a aussi, dans les bons produits, il y a une partie support. C'est-à-dire, la gestion de la crise, la récupération des données si c'est possible, la décryption, le fait que certaines pages soient encryptées, ça peut être décodé, puis la remise à jour au niveau de, alors sur des sites statiques, c'est pas trop compliqué. Sur des sites de vente en ligne, ça peut faire un petit peu mal. Donc oui, il y a des questions à se poser, même quand on est en solo, surtout si on intervient sur les sites d'autres personnes ou sur, de la donnée d'autres. Quelle typologie de données? Est-ce qu'il y a de la donnée sensible ou pas? Et puis, est-ce que ça peut être, enfin, est-ce que les usages peuvent être détournés? Et ça va assez vite maintenant. Donc oui, il faut se poser la question. La tendance sur l'assurance cyber, c'est que ça descend petit à petit. Donc les grands groupes, ça y est, ils sont assurés. Les ETI, ça commence à être pas mal. Les PME, on est, encore un peu bancal et sur les indépendants, les TPE, ça file
doucement. Mais ça, c'est des choses, effectivement, les gens qui ont des données, même des données, qu'on peut penser qui sont pas forcément hypersensibles, on parle du coiffeur qui va avoir la date de naissance et la couleur, des traitements de ces messieurs et ces dames. Voilà, c'est de la donnée qui, d'une certaine façon, peut être utilisée. Donc là-dessus, il faut y réfléchir et l'assurance est une solution. Parce que quand on parle d'informatique, il faut pas penser que l'assurance solutionne tout. C'est pareil sur l'activité, c'est pareil sur la santé. Vous pouvez avoir la meilleure assurance santé du monde. Si vous fumez 50 paquets de cigarettes par jour, consommer des litres d'alcool et traverser la rue en fermant les yeux, forcément, vous risquez d'avoir Ça des va pas pépins, fonctionner. même en ayant une bonne assurance. Donc, il y a de la prévention à faire. Il y a sur la partie, pour les indépendants, la grosse partie, c'est la partie commerciale, vendre son Mmh. produit, se développer. Et puis ensuite, le reste, ce qu'on peut pas déléguer, bah, faut le transférer, faut le donner à un assureur, faut s'assurer. Je pense que c'est la façon la plus simple de se protéger sans trop se prendre la tête. Et tu des ressources à nous partager, podcasts, livres ou newsletters ou des outils, que Alors, tu recommandes, à tes clients en tant que freelance ou autre? en externe, je cite assez souvent le site de l'INPI que j'ai mentionné, donc sur les professions réglementées pour savoir les obligations des uns et des autres. Un site vraiment que tout entrepreneur, surtout ceux qui se lancent, devraient regarder, c'est celui de la BPI, qui est une mine de ressources absolument. Et c'est vraiment bien fait. Ils ont des outils pour monter des business plans, etc. Je recommande vraiment. Il y a plein de bonnes ressources dessus. Et puis, on a créé en interne chez Tosta, c'est un guide du freelance pour donner à ceux qui veulent se lancer ou ceux qui viennent de se lancer il y a pas trop longtemps. C'est les petites choses à penser, à réfléchir justement sur des sujets qui sont pas forcément aussi bien connus, l'assurance, les statuts, protection ou le montage général puis les aides qui peuvent être disponibles aux freelance. Donc, on a essayé de regrouper un certain nombre de discussions qu'on a eues avec les clients et de regrouper ça dans un ensemble cohérent qui peut aider quand on se lance à structurer la pensée et à trouver les bonnes solutions. Ça, je le mettrai du coup en commentaire Ouais, de avec l'événement pour que les gens puissent aller le télécharger, et le consulter avec les 2 sites où tu me parlais de ouais, oui, l'INPI et la c'est BPI. libre et sans engagement. Si tu avais avant de clôturer, ce live, mais si tu avais une chose à partager, là comme ça, à des freelances ou indépendants, heu, pendant leur activité ou autre, ça serait quoi? Alors, ce par quoi j'ai commencé, vraiment se concentrer sur le développement de leur activité et ensuite nous utiliser les professionnels. Donc, il y en a quelques-uns qui accompagnent les freelances, les courtiers d'assurance, les experts comptables pour au niveau, je vais dire, des activités de base d'une entreprise, qu'elles soient administratives, juridiques, financières, qui sont pas forcément le cœur de compétences du professionnel, et de les déléguer ou de se faire aider. On met des séries de professionnels. Chez Tosta, on prend beaucoup de plaisir à accompagner les professionnels dans leurs réflexions et à morpher en fait. Moi, j'ai des clients avec lesquels je travaille depuis des années et qu'on voit qui sont partis de freelance, qui ont fait grossir leurs agences, qui ont fait leur premier recrutement, qui maintenant ont des chiffres d'affaires avec plusieurs zéros. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Je pense qu'il faut structurer son activité et effectivement, une fois qu'elle est structurée, qu'elle est lancée, la protéger parce que il y a quand même beaucoup de turbulences. Je parlais du saut d'obstacle, c'est je pense une Ouais. constante chez les freelances. Oui, s'il y a de la flexibilité, oui, il y a de l'autonomie, oui, il y a plein de choses, mais il y a aussi il faut se remonter les manches tous les matins et y aller à fond. Pour que ça fonctionne. Alors on est humain, quand on est indépendant, il y a des jours qui sont moins bons que les autres
et on a envie de prendre des vacances, etc. Mais et on a moins un environnement cocooning que si on est dans une grosse boîte. Donc ouais, il faut tout ce qu'on peut faire pour avoir une équipe autour de soi qui qui aide et qui permet de structurer la pensée, de protéger l'activité. Ça peut être. Bah, merci beaucoup, Marie, pour, l'échange qu'on a eu et Merci pour à toi. l'éclairage du coup que tu as apporté, qui je pense est précieux avec, l'ensemble de tes conseils pratiques aussi avec des petites anecdotes, de cas clients. J'espère en tout cas que cette discussion, elle aura permis à chacun de mieux comprendre, l'importance d'anticiper, bah, les risques et d'avoir les bons réflexes qu'on n'a pas forcément par moment. Surtout quand on est indépendant ou freelance et qu'on n'est pas accompagné indirectement comme si on était salarié. Donc en tout cas, merci à toutes et à tous, de nous avoir, suivis, aujourd'hui pour ce premier live du podcast. La deuxième saison, elle arrive, très prochainement, avec de la vidéo. En tout cas, j'ai hâte, de vous la partager. Bah, merci à tous et à toutes et à très bientôt. Merci Marie. Au revoir.